Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses et je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés du 15 octobre 2020. Alors la première nouveauté, je pense que c'est un titre qui est assez attendu puisqu'il s'agit de Bastub Brothers, le nouveau manga de Sakurai Toshifumi qui est maintenant un auteur très identifié, qui a vraiment marqué à mon avis le label What the Fuck avec son premier survival en 5 tomes qui a été vraiment très marquant sur le paysage éditorial. On a publié de cet auteur-là aussi voilà, son adaptation de la métamorphose de Kafka en manga, et son manga journalistique La Virginité passé 30 ans. Et voilà, là on revient avec Bastub Brothers, qui est pour le coup aussi un survival qui va faire 4 tomes au total. Sur ce titre-là, en secret de fabrication, parmi les choses que je peux vous dire, c'est qu'une des problématiques et des questionnements qu'on a eu sur ce titre-là, en fait, c'était qu'est-ce qu'on fait du logo. Parce que si je vous prends l'ouvrage en japonais, vous pouvez voir Bastub ni Nota Kyodai, il est en bas, en très gros, très massif. En soi, en fait, c'était pas vraiment un problème. Simplement, quand on a réfléchi à la maquette de cet ouvrage-là, je me suis tout de suite posé une question. Cette question, c'est voilà, si j'ai un logo en bas, je vais pas pouvoir mettre de bandeau sur l'ouvrage. Et j'aime bien mettre des bandeaux sur les ouvrages, notamment pour signifier que c'est le nouveau manga de tel auteur ou ce genre de choses. Et ben, du coup, j'étais un petit peu embêté quand même, je vous avoue. L'illustration quand on l'a reçue du Japon, elle était cadrée très proche en fait, et on ne pouvait pas mettre de logo en haut sans cacher la tête des personnages, sans cacher les requins. En fait, on n'avait pas trop d'autres choix que de mettre le logo du manga, c'est-à-dire Bastub Brothers, en bas. Sinon, ça cachait trop de dessins, sinon c'était bizarre, il fallait encadrer le dessin, faire un cadre autour, ce genre de choses. C'était pas du tout approprié, et on a été un peu contraint et forcé voilà, de mettre le logo en bas. Et du coup, ça a posé la question du bandeau. Le bandeau, quand il y a un logo en bas, ça peut être très galère parce que ça va cacher le logo et on est obligé de faire apparaître le logo. Si vous regardez les bandeaux qu'on a fait récemment, il y a Running Girl tome 3 où le logo était un petit peu caché, mais on le voyait en partie quand même, donc ça passait. Il y aura moi aussi tome 2 aussi qui paraîtra la semaine prochaine, vous pourrez voir le bandeau. Le bandeau cachait le logo, il y avait beaucoup d'informations à mettre. Simplement, comme le logo était assez simple, il était facile de le caler quelque part sur le bandeau. Donc là, on s'est posé la question, mais c'est vrai que si on mettait un bandeau ici, là le logo, c'est compliqué de le mettre en plus petit, parce que en fait il est quand même assez massif et ça aurait risqué de faire un gros boudin pas très lisible. On aurait pu mettre un sticker rond pour signaler que c'est le même auteur d'œuvres précédentes, mais pareil, c'était très massif et en plus les logos de ces séries d'avant sont aussi très imposants, très massifs dans un petit sticker, ça risquait de pas être très lisible tout simplement. Et de fil en aiguille, on s'est dit que de toute façon, dans la mesure où le style graphique de Sakurai Toshifumi, il est absolument reconnaissable entre tous, en fait, il n'y a pas forcément besoin de le signaler, parce que il y a un visuel qui est très impactant. Bon, on voit deux bonhommes dans une baignoire avec un qui a une espèce de balai, on voit des requins partout. C'est assez évocateur et assez puissant pour, à notre avis, accrocher le lecteur en librairie. Et puis justement, comme le style de Sakurai Toshifumi, il est absolument unique et il n'y a que lui qui dessine comme ça, c'était bien en fait de laisser parler le visuel et de pas écraser ça avec un bandeau, avec un sticker qui finalement aurait caché le dessin, donc risqué de brouiller les pistes, et puis en rajoutant d'autres informations sur un visuel qui mine de rien est très très chargé en termes de lisibilité d'image, c'est pas quelque chose d'épuré, voilà, et même à l'intérieur du manga, il n'y a pas une seule case blanche et tout est noir, tout est gris. Si par-dessus ce dessin très chargé, on rajoute des informations, franchement, on s'est dit qu'on allait perdre en lisibilité. Alors il y avait aussi la solution de faire un petit peu comme ses œuvres précédentes et d'épurer en passant par exemple le fond monochrome pour faire ressortir les personnages, mais on a trouvé que c'était pas pertinent de le faire et que le visuel était fort et parlant. Du coup, on a laissé ça comme ça, sans signaler les œuvres précédentes du dessinateur. En tout cas, voilà, c'est vraiment pour moi Sakurai Toshifumi, un des auteurs emblématiques du label What the Fuck. Comme je le dis souvent, c'est difficile de trouver des ouvrages pour le label What the Fuck parce qu'on veut pas tomber dans la surenchère, on veut qu'il y ait toujours un fond, on veut toujours qu'il y ait quelque chose quand même qui justifie qu'on puisse le publier derrière des personnages qui ont l'air grotesques. Il y a toujours beaucoup d'humanité qui se dégage. Et puis, c'est quelque chose que je voudrais quand même évoquer. Je suis assez content du succès de cet auteur-là en France parce qu'il y a un côté revanche sociale. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview qui a été faite dans un tome, qui est disponible à la fin de Ladyboy versus Yakuza en intégralité. On se rend compte que Sakurai Toshifumi, c'est vraiment un être humain qui a
beaucoup galéré. Il n'a pas eu une vie simple et être mangaka, c'est vraiment un métier ultra difficile où il y a beaucoup de précarité. Et voilà, il a parlé de tout ça en interview dans Atome, dans l'interview que vous pouvez retrouver à la fin de son livre aussi. Et je sais pas, il y a quelque chose moi qui me touche et qui me fait plaisir dans le fait que un auteur qui a galéré pendant des années au Japon, qui qui a trimé, hein, vraiment littéralement, il rencontre un public en France, et pour les Japonais c'est quelque chose d'un peu surprenant parce que la France est considérée comme un pays chic, etc. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà, les Japonais ont une image encore très fantasmée de la France, et que des ouvrages d'un auteur comme Sakurai Toshifumi qui sont trash, qui sont gore, qui sont en dessous de la ceinture, mais jamais complètement gratuits, qui trouvent vraiment du succès en français, moi je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, revanche sociale, que je trouve assez stimulant et excitant. Donc ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir défendre cet auteur. Maintenant qu'il a fini Bast of Brothers au tome 4 au Japon, j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous proposer derrière. En tout cas, après quelques mois d'absence sur le paysage éditorial français, Toshifumi Sakurai est de retour, donc n'hésitez pas à le découvrir. Et je vais passer aux deux ouvrages suivants. Les deux ouvrages suivants, c'est Prisonnier Riku, tome 35, et Magical Girl Side, tome 14. Je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude sur ces deux ouvrages-là. D'abord parce que j'aurai l'occasion de revenir dessus sur les tomes suivants, et aussi parce que, là on a des nouveautés qui sortent toutes les semaines, j'ai plein de vidéos à tourner, je suis très en retard, je vous avoue. Donc je vais aller un petit peu plus vite sur ces deux tomes-là. D'abord, pourquoi ils sortent toujours en même temps depuis quelques mois, ces deux mangas? C'est quelque chose que je voulais vous préciser. C'est vrai que les éditions Ankata n'a pas un catalogue qui est très connoté shonen manga, mais on en fait quand même, notamment comme je vous l'ai déjà expliqué dans le label What the Fuck. Et du coup, je trouve ça toujours très intéressant de publier nos shonen manga en même temps, parce que les gens qui suivent notre travail pour les shonen manga qui publient comme ça, ils peuvent aller en librairie le même jour et trouver les deux ouvrages en même temps. Je trouve que c'est plus simple en termes de déplacement à plein de niveaux. Donc voilà, on les publie en même temps. Et puis il y a une autre raison à ça aussi, qui est assez pragmatique en fait, c'est qu'on a calé les tirages de ces deux mangas. Ils sont toujours imprimés au même nombre d'exemplaires. Prisonnier Riku et Magical Girl Side, maintenant on en imprime autant de chaque tome. Et en fait, comme on les imprime en même temps, on fait ce qu'on appelle un amalgame. Ça veut dire que les jaquettes des ouvrages sont imprimées en même temps. Et comme elles sont imprimées en même temps, en fait, on fait des économies. L'imprimeur, en fait, il fait ce qu'on appelle des plaques, qui servent à imprimer les ouvrages. Et en optimisant la place sur ces plaques et aussi sur le papier, il peut diminuer un petit peu ses coûts, et donc même nous, ça nous permet d'économiser un petit peu pour payer un petit peu moins cher les impressions de ces deux mangas-là. Donc ça explique aussi pourquoi on en sort toujours ces mangas en même temps. Alors, c'est arrivé des fois qu'on doit en décaler un et pas l'autre, et du coup, forcément, on les imprime pas en même temps, parce que s'il y en a un qui est prêt et l'autre qui est pas prêt, la priorité, ça reste pour le lecteur. Alors, ensuite, pour parler un petit peu spécifiquement de chacun des deux tomes, Prisonnier Riku 35, dans la vidéo où je parlais du tome 34, je vous disais que j'ai galéré parfois un petit peu à trouver les sous-titres pour chaque volume, mais là c'est vrai qu'on est vraiment sur la dernière ligne droite de la série, et mine de rien c'est un manga qui nous aura accompagné pendant des années, et depuis le début des éditions Ankata en tant qu'éditeur indépendant. Donc pour nous c'est un manga qui est très particulier, pour lequel on a beaucoup d'affection, et du coup là sur vraiment la dernière ligne droite, je mets plein d'énergie à trouver des sous-titres impactants et tout ça. Et donc je suis très content du sous-titre que j'ai trouvé pour ce tome 35, à savoir Immaculée Fondation. Je pense que par rapport au contenu, par rapport à certaines envolées graphiques qu'il y a à l'intérieur, et par rapport, tout simplement au contenu et ce qui s'y passe, par rapport aux coups d'état, etc., je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc je suis assez content de mon sous-titre, je vous le cache pas. Après, on est vraiment vers la fin de Prisonnier Riku. Et en fait c'est marrant, je vais parler un peu de mon rapport à la série, mais c'est vrai que ça a été publié au Japon en 2017, et on est en 2020. J'étais vraiment à donf quand je lisais Prisonnier Riku à chaque fois qu'il y avait un nouveau volume qui sortait. Donc je comprends parfaitement l'excitation des lecteurs à la sortie de chaque tome, puisque j'avais la même, mais c'est marrant cette espèce de décalage, parce qu'en fait pour moi la série, en tant que lecteur, elle s'est achevée maintenant il y a quelques temps, il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, donc ce décalage, en fait, il est toujours un peu compliqué à gérer, parce que même en interne, tout le monde n'a pas lu tous les tomes de Prisonnier Riku, donc quand on parle de la série, etc., moi, faut que je fasse attention à pas spoiler, et c'est marrant, cette espèce de décalage qu'il y a entre le moment où nous, en tant qu'éditeurs, on découvre un livre, entre le moment où aussi le reste de l'équipe va découvrir les autres tomes, et puis entre le moment où vous, les lecteurs, vous pouvez découvrir ces ouvrages. Ce décalage, c'est quelque chose qui est toujours marrant, un peu frustrant aussi, parce qu'on a envie des fois de sortir les choses plus vite, de vous les partager plus vite, mais c'est pas
possible pour plein de raisons. Petit point rapide hein, sur les réimpressions, je sais qu'il y a plein de tomes en rupture. Tout ça, on est en train vraiment de travailler dessus. On est en train de travailler avec l'imprimeur qui est en charge des réimpressions, qui est en train de faire des nouveaux tests. On l'avait annoncé sur les réseaux sociaux. On a dû refuser l'intégralité d'un tirage qui n'était pas conforme à ce qu'on voulait en termes de qualité. Et du coup, bah voilà, on a perdu beaucoup de temps là-dessus, tout simplement pour avoir des ouvrages propres. Et du coup, bah, on est désolé. On est vraiment en train de travailler sur ces réimpressions. Je m'excuse encore pour le temps que ça prend, mais je vous promets, ça arrive. Et puis, bah, à propos de Magical Girl Site 14, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que bon, il y a un truc qui est très galère sur cette série-là à gérer. Vous le savez maintenant, hein, si vous lisez la série, il y a beaucoup de personnages, donc il y a les Magical Girls, et puis bah, il y a aussi les administratrices, qui sont nombreuses. Dans Magical Girl of the End, l'autre série de Kentaro Sato, il y avait plein de Magical Girls zombies différentes. Je sais pas si vous avez remarqué, j'espère que vous l'avez remarqué parce qu'on y passe beaucoup de temps, chaque Magical Girl zombie dans Magical Girl of the End, elle avait une police différentes. Et en fait, il y avait les Magical Girls zombies standards qui faisaient Magical, avec 3 A pour Magical, il y avait toujours 3 A. Mais les autres Magical Girls zombies, elles disaient pas tout à fait Magical de la même manière. Des fois, il n'y avait pas tout à fait le même nombre de A, des fois, il y avait une ponctuation à la fin, etc. Mais c'était très définissant pour chaque Magical Girl. Et en fait, ils font le même travail au Japon. Et du coup, on avait fait ça sur Magical Girl Zombie, et c'était d'une complexité, parce que bah voilà, il y avait parfois une Magical Girl Zombie qui apparaissait seulement sur 3 pages dans le tome, je sais pas, 7, et qui allait réapparaître au tome 13, fallait retrouver la même police, mais beaucoup de tomes après, donc fallait se souvenir où est-ce qu'elle apparaissait. C'est la même chose dans Magical Girl Site, sauf que cette fois, c'est pas avec des Magical Girl Zombies, c'est avec les administratrices. Donc à chaque fois, c'est l'arrachage de cheveux, pour se souvenir à quelle page de quel tome telle administratrice apparaît pour retrouver la police. Évidemment, nous, j'ai fait des fichiers pour récapituler tout ça au même endroit, n'empêche que c'est toujours beaucoup de boulot et beaucoup d'attention pour mettre les bonnes polices aux bons personnages. Après, l'autre petite anecdote que je voulais vous livrer sur ce tome-là, c'est encore un petit peu par rapport à mon rapport à l'ouvrage et à cette espèce de décalage de temporalité, comme je vous l'évoquais pour Prisonnier Riku. On est en quoi? En 2020? Eh bien, de mémoire, en 2018, ouais, 2018, ouais, c'est ça. En janvier 2018, on invitait Kentaro Sato à Angoulême. Bon, bah, du coup, je passe beaucoup de temps avec lui. Forcément, quand on a un auteur qui vient du Japon, je passe énormément du temps avec eux. Quand on invite un auteur qui font de la place dans leur planning qui est ultra serré. Et en fait, Kentaro Sato avait décidé de ne pas faire de pause dans la prépublication de la série. La série était prépubliée à un rythme hebdomadaire, donc c'était énorme. Et en fait, pendant Angoulême, il réalisait, en plus de ses séances de dédicaces, conférences, interviews, eh bien, le soir à l'hôtel, etc., il était en train de réaliser les planches de sa série. Et en fait, il était en train de réaliser les planches qui apparaissent dans le tome 14. Alors, il travaille en mélange numérique et papier. Donc, à ce moment-là, il dessinait beaucoup sur sa tablette. Donc, il me montrait ses planches. Et en fait, quand il m'a montré ses planches, j'étais dingue parce que j'en étais pas du tout, moi, à ce qui se passait en prépublication, puisque ça fait partie des séries que je ne lis pas en prépublication. Et j'étais au tome 13. Et je savais pas ce qui se passait dans le tome 14. Et en fait, il me spoilait en me montrant ce qui se passait dans ce tome 14. Ce que je ne vais pas faire pour ne pas vous spoiler, mais j'étais dingue, j'étais complètement dingue. Et je vais vous montrer quand même une page. Ouais, je vais vous montrer juste une page. C'est juste un détail pour contextualiser un petit truc, voilà. Vous verrez cette page-là. Donc là, il y a un politicien japonais et là, il y a un politicien des États-Unis que vous reconnaissez sans doute. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais dingue pour plein de raisons. Et bon, c'est marrant parce qu'il parlait justement en interview par rapport à la Magical Girl of the End qu'il avait vraiment envisagé comme une série de fiction dans un univers fictif. Il voulait inscrire Magical Girl Site dans un univers réaliste. Justement, c'est pour ça qu'il a mis toutes ces problématiques qu'il a observées dans la société, donc harcèlement, etc., etc. Et en fait, je trouve que pouvoir mettre dans l'ouvrage des politiciens internationaux, ça continue d'ancrer profondément son manga dans un monde réel. Enfin voilà, du coup, c'était la petite anecdote. Magical Girl Site, c'est fini au Japon. Ça fait un moment que moi j'ai lu la fin, donc j'ai hâte, comme pour Riku, que vous puissiez la lire et la découvrir. Et en fait, finalement, je vais vous dire la même chose que pour Sakura Hitoshifumi, et c'est la même chose pour Shinobu Seguchi. J'ai trop hâte de voir ce que ces 3 dessinateurs
vont faire derrière au Japon. Alors voilà, j'en ai fini pour cette vidéo de présentation des nouveautés du jour, avec du coup 2 shonen manga et un seinen manga du label What the Fuck. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être un petit peu plus bref que d'habitude. Des fois je me dis aussi que mes vidéos sont trop longues et que peut-être ça vous intéresse pas que je parle pendant 20 minutes de 2 ouvrages, etc. Je veux bien des réactions justement pour savoir si vous préférez des vidéos courtes, des vidéos longues. N'hésitez pas à réagir du coup, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, et puis laissez des pouces bleus. Et puis de toute façon, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos de présentation sur la chaîne YouTube des éditions Akata.